Et on se retrouve avec Alexis le compère de Convertix, Alexis le roi des tutoriels de la chaîne Convertix. Moi, je suis quand même plus sur les interviews. Alexis, comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien, hein, chanté William, hein, on ne se connaît pas encore pour la petite vanne. Non, mais très, très content de faire ce nouveau format ensemble. Ça va être une première. On a hâte de voir ce que ça va donner. Je sais que c'était compliqué dans ton agenda de prendre un créneau pour pouvoir faire une vidéo YouTube, parce que j'imagine que ton créneau, ça doit être que 90% de pratique de Claude en ce moment, non? Un truc comme ça? 90% de pratique de Claude, c'est ce que j'aimerais avoir, mais dans la réalité, c'est pas du tout ce que j'ai. C'est l'un mes problèmes d'organisation. On a signé pas mal de clients récemment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pourvu que ça continue. Moi, Alexis, je voudrais parler avec toi d'un sujet. Tu as commencé à utiliser Claude. J'ai l'impression que tu as. De toute façon, on a une réunion cet après-midi pour justement que je te montre un peu ce que j'ai pu tâtonner. Toi qui, pour l'instant, n'as pas eu l'occasion de trop aller en profondeur dans Claude, qu'est-ce que tu espères tirer de Claude sur la gestion de tes ads? Par exemple, commençons par Google Ads. T'espères tirer quoi de Claude pour Google Ads? Je pense que le vrai avantage de Claude, alors comme tu l'as dit, j'ai pris par l'opérationnel en ce moment, j'ai pas pris le temps de bien me focus en mode deep work dessus. J'ai fait un week-end où j'ai créé un second cerveau avec Obsidian, donc on pourra en revenir sur le sujet après pour ceux que ça intéresse. Mais j'ai pas vraiment pris le temps d'y intégrer dans mon quotidien parce que en fait, pris dans les tâches opérationnelles, il y a ce côté où j'ai ce syndrome du OK, je vois la montagne à gravir, donc je préfère continuer à faire dans mes habitudes, c'est-à-dire ne pas faire avec Claude, donc continuer à, entre guillemets, à perdre du temps, parce que c'est du temps que clairement je pourrais gagner avec Claude, plutôt que me pencher dessus un bon coup. Et c'est pour ça que là, j'ai commencé rien qu'aujourd'hui à y aller en fait par itération. Au lieu de voir la grosse montagne, je me suis dit, vas-y, je commence à automatiser des petites tâches. Typiquement, je pense que tu as dû le voir aujourd'hui, tu as eu plein de notifs sur WhatsApp. Parce dans le cadre du podcast Décroche ton téléphone, c'est le projet qu'on a en parallèle. J'ai créé pas mal de conversations WhatsApp pour qu'on puisse garder contact avec nos invités, chose qu'on n'avait pas fait jusqu'à maintenant. Et en fait, j'aurais la montagne à gravir dans ce petit projet. Hein, c'est un cas pratique que je vais te présenter. Je me suis dit, punaise, je pense que je pourrais tout automatiser avec Claude de A à Z. Donc, c'est-à-dire prendre les coordonnées des personnes, les mettre dans mes contacts et laisser Claude créer les conversations WhatsApp, mettre les messages dans les conversations WhatsApp. Sauf que je me suis dit d'avance, le temps que je lui enseigne tout ça, que je lui explique, flemme, je vais perdre du temps, je préfère faire moi-même. Et là, je me suis dit, Alexis, arrête-toi. Là, tu es en train de continuer dans ton ancien paradigme, à ne pas vouloir déléguer à Claude. Essaye au moins de déléguer une petite partie de cette responsabilité que tu as à Claude. Et du coup, j'ai dit à Claude, OK, j'ai tous ces contacts-là, c'est tous les invités qu'on a. Je ne les ai pas dans mes contacts sur mon téléphone. Je te donne tous les numéros, mets-les dans les contacts. Et comme ça, moi, j'aurais plus qu'à créer les conversations. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Donc, tu vois, je commence à prendre le pas. Mais clairement, sur la partie Google Ads, je n'ai pas du tout creusé le sujet. J'avais fait un espèce de MVP d'un agent totalement autonome qui pourrait gérer les clients, mais je me suis mis 2 heures dessus et je me suis dit, vas-y, il y a trop de corrections à faire, ça va me prendre trop de temps, donc je n'ai pas poussé. Je pense que la prochaine étape, et ça tombe bien, on a un nouveau collaborateur qui arrive dans 2 semaines. Donc, c'est un vrai défi pour moi d'arriver à mettre un petit peu d'IA et de Claude notamment dans son onboarding. Parce que clairement, on est encore au fichier Excel pour le suivi de nos clients. J'ai vraiment l'impression d'être un dinosaure. Enfin, clairement, là, je le vois qu'on est des dinosaures. Donc, je me dis, au lieu de vouloir tout automatiser de A à Z, moi, là, le défi, ça va être de se dire, OK, comment faire en sorte que Claude soit un véritable partenaire au quotidien pour au moins remplir ces fichiers, respecter notre méthodologie, mais qu'on ne le fasse plus à la main. Parce que écrire des données sur un fichier, c'est trop old school pour 2026. Donc, je sais que toi, tu as bossé un peu sur le sujet. C'est notamment la thématique qu'on a juste après. On doit se voir pour ça. Donc, voilà où j'en suis, moi, concrètement. Je pense que voilà, Claude va être vraiment un vrai partenaire qui va nous permettre d'automatiser des tâches qu'on faisait à la main aujourd'hui. Mais je pense que cette étape-là est nécessaire avant qu'on délègue 100% de nos suivis clients à Claude. Je pense qu'il y a cette étape nécessaire et j'ai trop voulu voir l'étape finale, à savoir, vas-y, Claude, fais-moi le suivi client. Ce qui est pas, on n'est pas assez prêt pour ça aujourd'hui. Du moins, moi, je l'ai pas assez creusé. Je pense qu'il faut déjà que j'y aille étape par étape et c'est le sujet des 2 prochaines semaines. Ouais, on a reçu Paul sur la chaîne il y a quelques temps. Paul, il a créé Chat SEO, qui est on va dire le Claude du SEO. Il a pris toutes ses pratiques métiers, mais en fait, il est parti de son métier de consultant. Il a
écrit ses process, il a formé des skills et il a formé chat, il a formé son outil de chat SEO qui est finalement une interfaçage avec des compétences de Claude. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment cette notion de partir de tes compétences et de les mettre dans la machine. Et c'est vraiment, je pense, que c'est vraiment le point de départ. Faut pas juste venir sur Claude et lui dire, bah vas-y, fais la gestion d'un compte. C'est fais la gestion d'un compte avec telle nuance, telle nuance. Et j'ai un exemple hyper opérationnel. Je faisais un audit hier. Alors, j'ai eu une prospection avec un potentiel client. Et je voulais pas passer trop de temps sur l'audit parce que je suis pas certain du potentiel du compte. Et du coup, je me suis dit, bah, exemple parfait de s'entraîner à faire des audits avec Claude. Si, enfin, la version 1 était OK, mais tu vois, quand il analyse les conversions, il a dit, bah, super, il y a 365 conversions, 696 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'était colossal. En fait, ce que n'avait pas en tête Claude, c'est que quand tu segmentes les actions, en fait, vu que les conversions d'achat au panier, begin checkout et d'achat étaient toutes en primaire, en fait, ce nombre de conversions correspondait à la somme des achats au panier et des paiements initiés. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires n'avait rien à voir. En fait, en réalité, il y avait 13 000 euros de chiffre d'affaires. Mais du coup, il n'avait pas la nuance. Et je pense que cette nuance, il faut accompagner l'IA, il faut former l'IA, il faut créer ses skills. Et sur ça, tu le disais quasiment, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut se forcer, en fait. Faut se forcer à utiliser l'IA. Ouais, c'est clairement le sujet et il y a un moment, il faut juste passer à l'action. Donc clairement, tu vois, j'ai encore l'opérationnel client la semaine prochaine avant d'y déléguer à notre nouveau collaborateur. J'ai des suivis à faire lundi. Je vais pas me laisser le choix, ça va être ma grosse priorité. On parle des AMS souvent ensemble, hein, une méthode de Franck Nicolas Ouais. pour rendre à César ce qu'il y a à César. Donc définir les 3 priorités du jour. Bah, tu vois ça, alors c'est un bon exemple parce que ça notamment, tu vois, j'ai réussi à y automatiser avec Claude. J'ai créé en fait une tâche programmée où tous les matins, Claude, il m'envoie un brief matinal, il me demande mes 3 priorités, je lui inscris, il me challenge en mode t'es sûr, et là sur ton agenda, j'ai vu que tu avais ça, est-ce que ça serait pas une priorité? Tu vois, j'ai commencé pour le perso à automatiser un peu du dev perso avec Claude, il faut juste que je le fasse finalement pour Convertix. Et une de mes AMS, du coup, priorité de lundi, ça va être ça. Et j'ai la gestion client, c'est parfait en fait, j'ai le cas pratique parfait. Et c'est l'occasion de justement de passer à l'action. Et Ouais. tout en faisant Ça des me fait. essais. Quoi. Ouais, non, mais totalement. De toute façon, le problème, c'est que le champ des possibles est tellement infini avec Claude que, vu qu'on peut tout faire, il y a le risque de soit tout faire, soit rien faire à fond. Commencer, bah, tu vois, comme tu dis, l'automatisation totale, tu as passé 2 heures. En fait, ces 2 heures, on peut dire qu'elles ont été improductives. Si, leur productivité, c'est qu'elles t'ont permis de te rendre compte que c'était un projet à construire brique par brique. Tu vois, un use case que je viens d'avoir en tête, hier, on était en kick-off avec Quentin dans les équipes. Je citerai pas forcément le client, mais le client me faisait remarquer qu'il venait de lâcher son ancien prestataire parce que il y avait plein de problèmes, le prestataire pas actif, enfin, les grands classiques. Mais surtout, le pompon, c'est qu'ils se sont rendus compte que le compte tournait pas depuis 2 semaines. Le consultant s'en était pas rendu compte et c'est eux qui s'en sont rendus compte qu'ils l'ont dit au consultant. Si on est très transparent, c'est des choses qui peuvent arriver que le compte tourne pas. Il y a personne qui est parfait sur ça. Ça nous est déjà arrivé qu'un compte se stoppe et qu'on s'en rende pas compte dans les 20 minutes. Mais on s'en est rendu compte dans les 2-3 jours. Euh, mais 2-3 jours, des fois, c'est beaucoup trop, en fait. Je veux dire, on n'est pas en permanence sur le compte, sinon ce serait 10 000 euros de gestion par mois. Et quand tu y réfléchis avec l'autre, tu pourrais faire un système de maintenance et de ping tous les jours, voire toutes les 4 heures, te ferait un espèce de dashboard et alors, t'enverrait pas un message pour te dire oui, le compte tourne bien, mais qui t'enverrait une notification quand il y a quelque chose, quand il y a une espèce d'alerte, un système d'alerte. Et moi, par exemple, je l'ai configuré ça sur plein de choses dans la boîte. J'ai notamment permis à Claude de se connecter à Telegram. Et en fait, je reçois des notifications en temps réel de Telegram. Bah, tu as bien vu le Telegram que j'ai créé pour la gestion immobilière de mes colocations. Tout est automatique. Je reçois des points régulièrement. Et ça, je pense qu'il y a plein de pratiques. Il y a des vrais dashboards à faire avec Claude. Je sais pas si tu as des idées de choses qu'on pourrait mettre en place un peu comme ça, des espèces d'alertes dont on a besoin. Peut-être pas le fameux j'ai une nouvelle vente, mais je sais pas si tu as 2-3 idées. Sur ça, j'en ai plein des idées, mais moi, la question et le challenge que je me pose, c'est comment on arrive à embarquer aussi nos collaborateurs dans ce changement massif finalement. Parce que du coup, tu vois, là, tu as créé plein d'alertes, mais du coup, c'est à ton niveau. Et je me dis,
à quel moment on va réussir du coup à faire une espèce de transition dans la boîte sur ça. Alors, je pense qu'il y a Claude Entreprise qui peut justement. Alors, j'ai pas du tout creusé, mais je pense qu'il y a Claude Entreprise qui peut résoudre le problème parce que j'ai l'impression qu'on peut mutualiser tous les skills, toutes les tâches programmées entre tous les comptes. Enfin, voilà, il y a un sujet où je pense que ça facilitera la chose. Mais je te retourne un peu la question et je répondrai aussi à la tienne un peu plus en détail après. Mais comment tu vois un peu l'embarquement des équipes finalement dans cette transition vers l'IA, sachant que tu vois, rien qu'on soit passé de ChatGPT à Gemini, déjà, bon, ça a un peu remué toute notre organisation. Ouais, par rapport à ça, euh, je, ça m'a pas mal inspiré l'appel qu'on a eu avec Laurent lundi. Je pense qu'il faut pas laisser le choix. Et c'est marrant parce que d'une certaine manière, tu leur as pas, t'as été assez violent sur ton, je mets des gros guillemets, mais sur la migration de ChatGPT à Gemini, limite en 2 semaines c'était fait, alors que ça faisait 1 an qu'ils étaient sur ChatGPT, sur notre manière de fonctionner. On est allé sur Gemini. Il y aura toujours de la casse. Il y aura toujours un peu de casse. On a perdu des habitudes. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. Je veux dire, tu demandes à tous les gens de la boîte, tous les collabs, c'est Gemini et c'était OK. D'ailleurs, même ils sont en train de migrer sur Claude. Hier, il y a Laura qui a téléchargé Claude. Donc, en fait, ça se fait. L'idée, c'est est-ce que tu veux le faire lentement ou rapidement? Et je pense qu'en fait, pour le faire rapidement, il faut juste pas se laisser le choix. Faut pas se laisser le choix à soi, faut pas se laisser le choix aux équipes. Euh, enfin, ça doit être bien fait, ça doit être fait correctement, mais il faut accepter qu'il y ait de la casse en fait. En fait, c'est comme ouais, c'est comme quand tu essaies un nouvel outil. En fait, faut l'utiliser, faut se louper. Tu vois, c'est comme quand tu achètes une nouvelle scie circulaire pour couper des pavés, par exemple. Bah, en fait, faut que tu acceptes que les premiers pavés seront peut-être un peu loupés, quoi. Mais c'est reculer pour mieux sauter. Enfin, tu sais, c'est de la conduite du changement. Et en fait, le truc, c'est qu'on migre vers un outil pour mieux. Je pense qu'on peut objectivement dire que au moment où on a quitté ChatGPT pour aller vers Gemini, on quittait moins pour mieux, une perspective meilleure. On quitte pas Gemini pour aller vers Claude, mais quasiment quoi. Parce que tout ce qu'il y a dans Claude, je pense qu'on peut l'avoir avec Gemini. Gemini est super rapide pour pinguer l'information sur tout l'écosystème Google, donc ça c'est super cool. Claude a vraiment accès. Tu vois là, j'ai connecté Claude mes mails et en fait, il peut pinguer les mails mais à une vitesse stratosphérique. Je pense que le secret à terme, ce sera même pas tant de choisir la bonne IA, ce sera plutôt d'avoir une structure et de pouvoir prendre l'IA et connecter à ton infrastructure. Tu as commencé à en parler, mais le second cerveau est hyper important. Par contre, le second cerveau, c'est vrai que pour le donner aux équipes, ça risque d'être assez costaud. Donc au global, je pense qu'il faut juste pas se laisser le choix. C'est autant le cas pour les équipes que pour soi-même. Par contre, ça vaut le coup avant de foncer tête baissée sur une IA, de se dire, OK, je fais une photo de l'écosystème de mon environnement. Est-ce que c'est la meilleure option à l'instant T? Et vu que je sais qu'il y a de la casse et que ça prend du temps, est-ce que je suis prêt à aller sur une IA et y rester pour les 6 prochains mois? Ça, je pense que faut fonctionner comme ça. Dont l'intérêt d'avoir également un second cerveau pour Convertix. C'est le jour où Claude devient obsolète ou du moins moins performant. Moi, je fantasme le jour où Gemini va sortir son cowork, tu vois. Parce que là, en termes de facilité de transition d'utilisation, même de centralisation des outils, vu que de toute façon, dans tous les cas, on dépend de Google, rien que pour Google Ads, que tout est sur Google, on utilise la suite Google, Gmail, etc. C'est vrai que le jour où Gemini, Google sort son cowork, franchement, ça serait tellement plus facile. Mais d'où l'importance, en effet, de songer à la réflexion second cerveau pour Convertix aussi, finalement, parce qu'on l'a fait pour nous personnellement, mais pour Convertix, un cerveau qui s'alimenterait de chacune des expériences de tous les collaborateurs, putain, ça pourrait être exceptionnel, finalement. Là, j'y pense en parlant, hein, mais Justement, est-ce qu'Alexis, tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est le second cerveau, l'outil qu'on utilise? Enfin, après, il y a plein de manières de s'en servir, mais la manière dont on l'a découvert, ce que c'est, et peut-être un peu de voir comment ça pourrait. Parce que nous, on l'utilise à titre perso tous les deux. Comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour la boîte? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est en fait? Bah écoute, le second cerveau, moi, cette idée de créer un second cerveau m'est venue quand j'ai fait ma transition un peu de ChatGPT à Claude, parce que je suis venu avec un constat simple, c'est que, ok, c'est super, Claude, c'est trop bien en ce moment, meilleur que ChatGPT sur beaucoup de points, mais punaise, là, je vais devoir, ChatGPT, ça fait depuis 2022, moi, que j'étais dessus avant de faire une transition sur Claude. J'avais des années d'historique qui me connaissaient par cœur. Il me servait sur plein de points dans ma vie, que ce soit le sport,
la santé, la boîte, les invests. Je me dis, punaise, si à chaque fois qu'une IA est bonne, sachant que je pense que ça peut aller très vite dans le domaine, chaque mois, il y a une IA pourrait être meilleure que l'autre. S'il faut que je transitionne tout, ça va être impossible. Et en fait, l'idée du second cerveau, c'est au lieu de dépendre d'une IA, c'est la création en fait d'une base de données externalisée à une IA où en fait vous allez centraliser toutes vos connaissances sous forme de fichiers texte, tout simple, les fichiers .md, il me semble, tu me coupes si je dis des bêtises, mais c'est sous forme de fichiers finalement, et c'est une grosse base de données qu'on va venir sauvegarder dans un outil. Nous, on a choisi Obsidian, c'est un outil qui permet, c'est un peu comme un Notion, en fait, qui permet de donner une interface pour générer toute cette base de données. Et en fait, cette base de données, vous pouvez la connecter à n'importe quelle IA. Et l'IA, en une fraction de seconde, une fois que vous la connectez sur cette base de données, a accès à toutes vos connaissances. Et du coup, j'ai passé un week-end, j'ai compté, j'ai passé 30 heures à faire toute cette transition de ChatGPT jusqu'à Obsidian. Et en fait, au lieu de faire la transition ChatGPT Claude, j'ai fait transition ChatGPT Obsidian. Et j'ai connecté à Claude à Obsidian. Et aujourd'hui, ce qui fait que Claude s'alimente régulièrement de ma base de données pour me donner des réponses pertinentes à toutes mes questions, à mes challenges que je lui soumets. Mais également, Claude alimente cette base de données chaque jour de toutes les connaissances que je vais lui apporter. Ce qui fait que demain, je veux me séparer de Claude, pas de souci. Je déconnecte Claude de ma base de données, Obsidian, de mon second cerveau. Je le connecte à la nouvelle IA qui sera en vogue. Donc, typiquement, j'en sais rien, Grok, ChatGPT, Gemini demain peut-être. Et en fait, je repars comme si je n'avais rien changé, juste d'IA. Donc, voilà comment moi je l'utilise. À savoir que j'utilise vraiment, moi, le second cerveau comme une bibliothèque qui conserve vraiment tous mes objectifs, mes challenges, les prises de décision, les connaissances hyper importantes. Et je l'utilise moins comme toi. Je pense que toi, tu l'utilises un peu comme une médiathèque ou une grosse bibliothèque où tu mets toutes les données qui te semblent intéressantes. Et du coup, ça te permet d'avoir, au-delà d'un second cerveau, j'ai l'impression que toi, c'est plus une médiathèque, en fait, finalement, externalisée. Alors que moi, je me suis dit, tout ce que je n'utilise pas, je ne le mets pas dans mon second cerveau parce que ça n'a pas d'utilité. Je pense que c'est pertinent. Il y a aussi des choses dont tu ne te sers pas, dont tu aimerais te servir. Je prends un exemple, quand tu fais des campagnes search, euh, disons que tu as la manière ultra basique de je demande à ChatGPT de me donner les 15 lignes. Tu as la manière un peu plus complète de le faire avec qualité. Et tu as à un moment, enfin même c'est toujours le cas, on utilisait pas mal le AIDA, la méthode AIDA pour choisir les titres des campagnes. Et en fait, on peut vite devenir un peu flemmard quand on a fait des centaines et des centaines de campagnes Google Ads et commencer à se dire, bon, je vais le faire un peu à l'instinct et perdre de sa rigueur. Et en fait, ce qui est, tu vois, d'un pattern que j'utilise pas, ce que j'aime bien, c'est que vu que mon cerveau est suralimenté, mon second cerveau, c'est un concept qui a été popularisé par Karpathy. On pourra mettre éventuellement dans la description son Twitter. Il a fait un tweet pour présenter le concept et enfin, ça a explosé sur Internet. L'avantage d'y mettre des notions que je n'utilise pas, c'est qu'en fait, ça va me pousser à les utiliser. Donc la question, c'est aussi de se contraindre. En fait, si je mets que des choses que je connais, en fait, bah oui, c'est mon second cerveau, c'est un duplicata, mais moi, je veux que ce soit un peu le cerveau augmenté. Et tu vois, sur ma manière d'utiliser, je me mets carrément à créer des coachs. Par exemple, moi, je suis pas spécifiquement bon en design. Je pourrais très bien demain télécharger toute la connaissance d'un expert en design dans ce cerveau pour créer finalement un espace de cerveau dédié au design qui va justement compléter là où j'ai des lacunes. Et pour alimenter ce second cerveau, je pourrais scanner, je sais pas moi, 50 sites internet qui donnent des conseils en design pour gagner du style, 50 heures de vidéos de designers qui commentent, je sais pas, des designs en disant, bah ouais, là le bouton, il vaut mieux qu'il soit incurvé, voilà comment faire un effet ombre. Et en fait, dès que je vais avoir, je sais pas moi, 10 000 fichiers spécialisés sur le design, en fait, j'aurais quasiment traité toute la thématique avec un angle d'expertise que moi, je ne maîtrise pas parce que, d'une part, je suis pas passionné de design, je suis pas forcément bon. Et même si je faisais des efforts, je pense que je serais moins bon que d'autres. Et l'avantage, c'est que je peux compléter, je peux combler là où j'ai des lacunes. Et comme ça, le jour où j'ai besoin de travailler sur un design, en fait, je fais un screen, je le balance à mon second cerveau via Claude. Il va aller, parce que la donnée est super bien organisée comme un cerveau, il va aller piocher la donnée au bon endroit. Il va me faire en retour en me disant, bah là, ton graphique ou ta landing page, elle est bien, mais voilà comment tu pourrais améliorer en faisant ci, ça, ça, ça. Au lieu de mettre des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, tu pourrais peut-être mettre telle iconographie. Et d'ailleurs, ça tombe bien, je te recommande telle base de données. Alors que si je l'avais demandé sans base de connaissances, juste améliore-moi ce design,
il m'aurait fait des retours, mais des retours qui manquent un peu de spécificité. Donc voilà, après, Ouais, ça, c'est la manière dont je m'en sers. Je pense que dans tous les cas, en fait, c'est comme un cerveau. Plus tu utilises certaines parties, plus elles se renforcent. Moins tu utilises certaines zones du cerveau, plus elles réduisent. Et en fait, faut copier ça. Il y a aussi le risque de la surinflation de données. Je me suis créé un coach sportif, par exemple. J'ai téléchargé 500 vidéos de ce coach sportif. C'est la plus grosse partie du site de mon cerveau. Je m'en sers jamais de ce coach. oui. Ouais, il y a ce sujet aussi de temps en temps de faire un petit nettoyage et c'est vrai que ça, c'est à mettre dans ses routines parce qu'on peut vite le suralimenter. Je reviens un petit peu sur ta première question. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour Convertix pour finalement gagner du temps? C'est vrai qu'aujourd'hui, il faudrait que je fasse un vrai audit de tout ce qui me fait perdre du temps, mais clairement, il y a sur la partie commerciale, moi, je vois le gros sujet de toute cette partie où tu vas. Alors, tu es en train de créer un CRM, et toute cette partie où il faut remplir le CRM, faire un retour mail au prospect, lui mettre le devis dedans, ou l'estimation, ou l'analyse que tu vas faire derrière, ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Je pense qu'on peut l'automatiser tout en restant humain finalement dans notre approche. Donc, ça, moi, c'est le premier point que je vois. Sur la gestion client, on a une méthodologie aujourd'hui qui consiste à prendre un compte, que ce soit Meta ou Google Ads, identifier la phase dans laquelle on est. Est-ce qu'on est en phase de lancement? Est-ce qu'on est en phase de rentabilité? Est-ce qu'on est en phase de scale, hein? On a 3 phases qu'on analyse chez Convertix en fonction des statistiques et de la maturité du compte. Et en fait, une fois qu'on a identifié cette phase, on va aller regarder des données spécifiques pour ensuite, sur la base de ces données, voir comment on peut les améliorer et ensuite passer à l'action sur des optimisations. Tout ça, aujourd'hui, on l'a toujours fait manuellement, à la mano, en remplissant les données, ou même à la mano, aller analyser ces données. Et tu faisais une remarque pertinente le jour, tu disais, combien de données aujourd'hui on n'analyse pas, on ne regarde pas parce qu'on ne prend pas le temps de le faire, ou parce que en fait, finalement, c'est des données tellement minoritaires et qu'elles ne sont pas Pareto optimales. Il y a des données, ça ne sert à rien de les regarder tous les jours, c'est clairement inutile. Mais demain, tu as une IA qui te permet de regarder toutes ces micro-données qu'on ne regarde pas forcément, ou du moins qu'on pourrait regarder plus. On compilerait tout ça dans cette analyse. On pourrait en fait faire des rapports beaucoup plus pertinents. Et surtout, au quotidien, on pourrait également gagner du temps sur ce remplissage de documents qu'on fait, parce qu'on a à cœur d'archiver, mais remplir des documents, remplir des lignes d'Excel, remplir des fichiers, ça, l'IA peut le faire et ça n'a aucune plus-value qu'on le fasse nous-mêmes. Donc ça, c'est aussi la grosse plus-value que je vois sur l'IA et ça va être mon défi aussi semaine prochaine. Donc ça, c'est les 2 gros points. Est-ce que tu en as d'autres, toi, de ton côté, que tu verrais ou que peut-être tu as déjà identifié et déjà automatisé, hein, finalement? C'est ce que j'ai fait. Tu parlais du côté archaïque du suivi des tests. Déjà, il faut savoir que faire un suivi de tests, je crois que c'est méga innovant par rapport à d'autres agences. T'as beaucoup d'agences qui sont juste à la démerde. Mais pour le coup, je faisais les entretiens de recrutement, donc je leur ai vraiment posé la question. En fait, ils vont sur un compte, le consultant va sur le compte du client, et dès il a 2 heures à passer sur ce compte. Et pendant 2 heures, il va cliquer un peu sur tous les boutons, il va faire des analyses, il va augmenter un peu le CPC, il va baisser un peu le CPA. Ah bah tiens, c'est cool, il y a plus de taux d'interaction. Tu vois, il n'y a pas vraiment de stratégie de suivi. Il n'y a pas de méthodologie. Il n'y a pas ce côté plan, do, check, act. Tu vois, il n'y a pas ce côté j'améliore continuellement, Kaizen je m'améliore 10% la campagne chaque semaine après semaine. C'est vraiment bah, je touche un peu à tout et on verra bien. C'est volontairement présenté de manière un peu extrême, mais il n'y a pas d'organisation. Donc déjà, ça c'est méga innovant, mais le problème c'est comme tu dis, c'est archaïque de le faire dans un tableau Excel. En fait, pour le faire de manière très propre, il faudrait demain qu'on ait un espèce de ERP interne, un outil déjà un peu plus sympa, un peu plus customisé avec des gros boutons, parce que c'est des menus déroulants, bon, il n'y a rien qui peut pas passer sur un petit ERP sur le navigateur. Et au-delà de tout ça, déjà, bon, moi j'ai automatisé le fait de le remplir parce que c'est un tableau, en fait, c'est un tableau de log, en fait. On s'en sert comme un tableau de pilotage, mais en fait, c'est un tableau de référencement de nos stratégies. Déjà, Claude peut permettre de faire l'analyse pour nous aider à prendre des décisions, mais également, Claude peut nous permettre de remplir et tenir à jour ses logs. Et tu vois, par exemple, l'autre jour, pour un client e-commerce que je pilote encore, je me suis posé la question d'optimiser le taux de consentement. Le taux de consentement, c'est le genre de truc que tu fais au lancement d'un client en e-commerce
Mais tu te dis pas toutes les semaines, tiens, si j'allais voir l'évolution du taux de consentement, le nombre de gens qui acceptent tes cookies par rapport au nombre de gens qui les refusent. Et c'est une vraie optimisation. C'est souvent une optimisation one shot hein, chez un client. Mais c'est une optimisation qui est game changer, qui peut te doubler ta quantité de conversion, donc ta quantité de données qui remonte. Et en fait, on n'y pense pas. L'avantage de Claude, c'est qu'une fois que tu lui as demandé une fois de faire un check mensuel, il peut le faire systématiquement. Et dans mon plan de test, et j'avais même pas pensé, il a dit, bah, en fait, voilà, j'ai vu une optimisation sur le bandeau cookie. On va le rajouter dans le plan de test et on va carrément se donner un objectif de performance. Aujourd'hui, on est à 80% de taux de consentement. On a 80% de données acceptées. Je vais faire telle optimisation, bien sûr avec ma validation, et j'ai espoir de le monter à 90. C'est la target. Et donc, je me donne 2 semaines ou plutôt un nombre de consentements pour avoir un échantillon représentatif. Donc, tu vois, là où moi j'aurais parlé en unité de temps, il s'était donné un nombre de consentements. Et dans quelques jours, il va venir faire un check pour dire, bah tiens, est-ce que le succès a été un test, est-ce que le test a été un succès ou pas? Et ça, tu vois, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait parce qu'en fait, on passait de 80-90% déjà, c'est pas incroyable. Enfin, c'est pas incroyable, c'est pas non plus game changer, mais c'est la somme de ces petits détails on a tendance à négliger parce qu'en fait, tu vas à l'essentiel quand tu es un être humain, que l'IA peut faire. Sauf que le taux de consentement, si je l'avais pas dit que c'était une variable optimisée, il y aurait peut-être jamais pensé parce que tu quasiment aucune agence qui regarde le taux de consentement. Enfin, les gens qui nous écoutent vont peut-être se dire c'est la base, mais en fait, dans la pratique, absolument pas. Enfin, beaucoup, la plupart des conseils des consultants en agence, ils font juste des appels une fois par semaine avec des conseillers de chez Google qui leur disent quoi faire, quoi. Donc, c'est pour ça, ça fait partie des petits éléments qui font la différence. Et je pense que l'IA va nous permettre vraiment, en tant qu'agence, de passer d'un bon travail à l'excellence. On ne pourra plus laisser de place au hasard. On n'aura plus aucune excuse d'un point de vue configuration. Et ouais, enfin, des idées, j'en ai plein, en fait. Tout ça pour dire, des idées, j'en ai plein. Je pensais à un truc tout bête. Je pense à Maximilien avec les Galeries Rénov', un client qui a lancé une activité qui marche du feu de Dieu. Il est en train de révolutionner l'industrie du permis du dépôt de permis. Enfin, c'est génial ce qu'il fait. Et imagine, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on bosse avec Maximilien. Ouais, au moins, ouais. Ouais, pas loin de 2 ans, un truc comme ça. Imagine, on lui a généré peut-être, je sais pas, peut-être un millier de leads, enfin un truc colossal. Et sur ces milliers de leads, il y en a peut-être eu 600 au téléphone. Je dis peut-être une bêtise, mais imagine si on avait eu 600 transcripts de R1 et qu'on avait eu cette data, ce qu'on aurait pu en faire pour améliorer les publicités sur Meta, je pense notamment, peut-être sur Google, les landing pages, le parcours post-landing page. Alors là, ça quitte que notre métier qui est, nous, on fait de l'acquisition concentrée sur les reviews, mais on s'est quand même beaucoup responsabilisé vis-à-vis des LP. Imagine, on avait toute cette data, cette matière première. En fait, cette matière première, elle permettrait à notre document, le MVB, de passer d'un document qui est statique, qu'on fait en début de prestation, à un document qui serait évolutif. Parce qu'en fait, le MVB, c'est un document qu'on crée une fois, mais qu'on réalimente plus vraiment au fur et à mesure. En fait, on l'alimente par nos conversations. Donc, tu vois, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, je pense. Il y a 1000 choses à faire. Ah, c'est ça, d'où l'intérêt de ne pas regarder cette montagne, en fait, qui peut sembler infranchissable au début, mais vraiment d'y aller étape par étape, d'itérer. Et de toute façon, aujourd'hui, je pense que on est en retard par rapport à certains, c'est sûr, mais on est en avance sur d'autres. L'idée n'étant pas de se comparer, mais voilà, il y a un sujet où ça va tellement vite, l'IA aussi, en fait, on sera toujours en retard. Et ce qui compte, c'est faire des actions utiles et surtout faire les actions petit à petit plutôt que vouloir faire tout d'un coup et ne rien faire finalement. Ce qui était un peu le syndrome que j'avais en ce moment, en fait, finalement. Ouais. Imagine Sophie, responsable marketing d'une boîte dans la rénovation énergétique, par exemple. Ils sont une dizaine de collaborateurs. Elle a un enjeu, c'est qu'il faut faire rentrer un max de leads. Ils ont réinternalisé, par exemple, les ads. Aujourd'hui, Sophie, elle a utilisé uniquement ChatGPT. Elle a entendu parler de Claude, mais elle a l'air d'être l'enfer. Elle veut s'y mettre. Tu lui conseillerais quoi comme plan d'action?
Vu que c'est une grosse montagne d'aller sur Claude quand on ne connaît pas, ce serait quoi les trois premières étapes que tu lui recommanderais? Bah, moi, la première étape, déjà, je pense que ça peut être intéressant qu'elle connecte à Claude, à ses fichiers, tout simplement, pour que Claude puisse avoir accès à déjà tout le contexte entreprise, la base de données de l'entreprise, finalement, hein, un Drive, un iCloud, que sais-je, déjà, et qu'elle lance une analyse. Qu'elle dise à Claude, OK, je vais t'utiliser dans cet objectif-là. Alors, il y a un enjeu aussi de définir l'objectif. Pourquoi elle veut utiliser Claude? Parce que si c'est pour gagner du temps, ou si c'est pour faire des stages spécifiques, ou si c'est pour juste, par exemple, écrire des mails ou des tâches qui n'ont peut-être pas forcément autant de valeur ajoutée pardon, que Claude pourrait fournir de valeur, il y a un sujet aussi de définir l'objectif. Donc, définir son objectif, demander à Claude de faire un gros audit finalement de tout ce qu'elle a aujourd'hui, de ses habitus, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, qu'est-ce qu'elle a envie de changer, qu'est-ce qu'elle a envie d'améliorer. Donc, faire un gros état des lieux. Donc, objectif, état des lieux avec Claude. Et ensuite, bah, tout simplement, demande à Claude de faire un plan d'action de ce qu'il faut changer en priorité ou pas. Il y a un sujet aussi qu'à un moment, l'IA, c'est bien guidée, c'est elle qui sera la plus pertinente possible pour t'aider. Et c'est vrai que quand tu sais pas trop par où commencer, le meilleur moyen, c'est de demander finalement à Claude comment faire, quoi. Donc, moi, ce seraient les trois étapes que je verrais, euh, sachant que Claude décomposera toujours le travail par étapes. Donc, il y aura ça sera toujours plus simple dans tous les cas de demander à Claude parce que naturellement, il va décomposer le travail. Il va te demander aussi quelles sont tes priorités et c'est le meilleur moyen de se laisser guider, hein, finalement. Et comment tu le vois, toi, de ton côté? Comment tu lui conseillerais cette personne? Fait, de cette manière, ce qui est génial avec Claude, c'est que c'est le meilleur professeur de lui-même, je pense. Euh, le secret de Claude, c'est de lui demander lui-même comment l'utiliser. Tu prends Claude, déjà, tu arrives tu viens de télécharger Claude, par exemple, tu comprends rien. Tu arrives à comprendre qu'il y a un chat. Parce que ça, c'est marrant, ça ressemble à ChatGPT. Et tu lui commences à lui poser la question de Salut Claude, comment je peux t'utiliser? Et je crois que tu as même une fonctionnalité onboarding au début qui peut te suggérer, qui t'explique un peu les différents onglets. Tu vois, tu as comprendre la différence entre Claude Chat, Claude Cowork, Claude Code finalement, parce que ça peut vite faire peur. Et il faut lui demander, bah tiens, comment je peux t'utiliser? Quelles sont les opportunités? Et tu vois, il y a un peu cette expression, si tu veux couper un arbre en 4 heures, il faut passer 3 heures et 50 minutes à tuer ta hache. C'est un peu le sujet avec Claude. Il faut apprendre à l'utiliser, il faut le challenger, il faut préparer le terrain. Parce qu'en fait, c'est comme un méga prompt, en fait. Une fois que tu as préparé le prompt parfait, le lancer et le laisser tourner, c'est la partie facile. Pour préparer un méga prompt, et du coup, bah, les prompts deviennent obsolètes maintenant, il faut préparer un super contexte, en fait. Et pour préparer un super contexte, il faut se poser des questions. Et je trouve que la meilleure manière de préparer un projet, que ce soit la prise en main de Claude ou même tu as un projet, par exemple, je sais pas, pour Romain, on est en train de faire de la qualification de données, c'est de demander à Claude de nous poser une série de questions. Le bon exemple, c'est Romain, il a des fichiers qu'il n'arrive pas à faire parler. Quand je dis qu'il n'arrive pas à les faire parler, c'est il a des bases de données avec tous ses chiffres d'affaires clients et il est incapable de savoir si c'est une structure de rentabilité. Il est incapable parce qu'il n'y a pas passé le temps, hein, c'est ce que je sous-entends. Et en lui balançant les fichiers en brut, en lui demandant bah, pose-moi des questions sur mes attentes vis-à-vis du travail qu'on va faire ensemble, il va me poser une première série de 10 questions. Une fois que j'ai répondu aux 10 questions, je vais lui demander de me reposer 10 questions pour affiner. Et vu qu'il a eu les 10 questions précédentes, les 10 questions d'après sont encore plus performantes. Et dès que j'ai répondu à 20, 30, 40, 50 questions, en fait, j'ai un contexte mais qui est sur mesure, quoi. Je veux dire, c'est super précis. Et c'est pour ça que demander à Claude comment l'utiliser, c'est ça qui fait vraiment la différence. Et de laisser aussi du temps pour que Claude nous donne des idées auxquelles on n'avait pas pensé. Moi, par exemple, tu vois, il y a des A/B tests de temps en temps que me propose Claude auxquels je n'avais pas pensé. Bah, l'exemple du taux de consentement. Tiens, et si je faisais un check du taux de consentement, Claude me le proposait pas, des fois, j'y aurais même pas pensé, quoi. Faut se laisser guider, je pense. Moi, je voulais te relancer aussi sur un sujet qui est super important sur la partie génération de prospects pour Google et Meta Ads. C'est des landing pages.
Les landing pages, classiquement, à l'ancienne, on les faisait sur des WordPress. On a commencé à faire sur des WordPress. On crée carrément un site WordPress par landing page, ce qui était vraiment la manière ultra archaïque quand tu réfléchis d'où on vient. Ensuite, on est passé sur Swipe Page, qui était un outil dédié à ça. On utilise toujours Swipe Page parce que c'est pratique pour beaucoup de clients, mais on en est en train de mettre beaucoup d'IA. Euh, Comment tu as abordé la chose? C'est quoi ta vision un peu et c'est quoi ton utilisation de l'IA pour créer les landing pages aujourd'hui? Bah écoute, comme tu l'as dit, aujourd'hui on utilise Swapage, je pense plus par habitude que. Enfin, au début, c'était un choix de se débarrasser de WordPress, c'était beaucoup trop lourd pour créer des pages de vente. Et Swapage, c'était un peu l'outil qui était suggéré à cette époque-là, hein. Finalement, là, ça fait 2 ans maintenant, 2024. Donc c'est vrai que c'est plus par habitude, mais depuis que Swapage a intégré une option native de génération de landing page avec de l'IA, je t'avoue que c'est vrai que ça me paraît. Je me demande comment on a fait pour faire sans avant. Je me demande comment on a fait pour faire des WordPress ou même ne pas avoir d'IA, faire les blocs un par un avant sur une landing page. Ça me paraît tellement archaïque. Mais bon, c'est un peu la sensation que nous laisse à chaque fois l'IA quand on l'utilise. Mais je pense que oui, pour une agence d'acquisition, l'IA est indispensable si on veut gagner du temps sur la partie landing page, sachant qu'en plus de ça, vu que la rapidité de création est accélérée en 10 minutes, avec 15 minutes, le temps de faire les modifications, tu peux avoir une landing page qui est utilisable et exploitable. Et beaucoup mieux faite même que ce qu'on aurait fait à la main, hein, finalement. Aujourd'hui, l'IA elle nous fait des Ça, visuels. Enfin, là, c'est vrai, c'est bluffant, quoi. Et je pense que ça laisse l'opportunité du coup, de pouvoir beaucoup plus A/B tester avec différentes variantes, chose qu'on avait moins tendance à faire avant. Aujourd'hui, on pourrait typiquement sur un client qui a le budget, hein, je mets un petit disclaimer, mais A/B tester 10 landing pages en même temps, c'est pas avec 10 euros par jour que tu le feras, hein, sur Meta ou sur Google Ads. c'est Il sûr. faut faire x10, x20 sur ce budget de 10 euros pour pouvoir A/B tester 10 pages de vente en même temps. Mais c'est vrai que ça nous laisse l'opportunité du coup de pouvoir faire beaucoup plus de quanti tout en ayant la base quali de la page de vente. Moi, je pense que oui, pour une agence d'acquisition, c'est indispensable aujourd'hui de s'aider de l'IA pour générer du contenu. Surtout que l'IA, à condition d'avoir un bon brief. Nous, aujourd'hui, tu l'as souligné juste avant, on envoie et on demande aux clients de nous remplir ce qu'on appelle un MVB, Minimum Viable Brand, hein. C'est un document concrètement où on demande aux clients qui es-tu, que fais-tu, quel problème tu résous, qui c'est que tu vises, donc les personas, comment tu le fais, quels sont tes avantages et quels sont tes appels à l'action et ta proposition de valeur pour résoudre ce problème. Donc c'est clairement en fait une étude marketing, hein. On en revient au marketing et ça j'ai souvent répété dans les contenus, c'est que plus on va être automatisé, assisté, aidé par des outils automatiques par l'IA, plus le consultant en acquisition, comme on est, hein, va devoir beaucoup plus revenir aux fondamentaux, à savoir préparer les bases, poser un socle fondamental et faire du marketing en fait de base. Parce que derrière, une IA, si tu lui donnes pas les bons outils, si tu lui donnes pas la bonne base, si tu lui donnes pas les bons éléments, elle te fera de la merde. Mais si derrière, tu as fait une bonne analyse marketing, que tu as étudié ton persona, que tu sais comment l'atteindre, et l'IA peut t'aider aussi à faire cette analyse marketing, mais si tu ne fais pas ce boulot-là, et ben, tout ce qui suivra ensuite sera moins quali. Et c'est vrai que j'en reviens toujours à ça, hein. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de marketing finalement, et on est moins en moins des médias buyers parce qu'on est très assisté de plus en plus par des outils. Et en fait, c'est indispensable d'être des experts marketing avant d'être des médias buyers, à mon sens. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais comme dans tout, bientôt, hein, l'IA, elle sera indispensable. Elle sera indispensable. Et on va vraiment distinguer ceux qui vont être aidés et qui vont utiliser l'IA et ceux qui ne le feront pas. Ah, mais totalement. Et ça me donne énormément d'idées. Tu parles de retourner au fondamental du marketing. Tu dois te souvenir pendant tes études, tu avais commencé à faire notamment une partie de master marketing. Tous ces outils, matrice BCG, matrice McKinsey, force de porteur, etc. Enfin, tous ces outils de classement matriciel ou autres. En fait, avec l'IA, ou demain, on va être capable de pouvoir fournir cette analyse au client. Donc déjà, la valeur perçue énorme. La valeur perçue, tu commences avec une agence, elle te file une analyse marketing, c'est toujours mieux que si elle te la filait pas.
permet au client de se rendre compte de choses dans son business et se rendre compte qu'en fait, ça se trouve, il a un positionnement dont il n'avait pas conscience. Et surtout, ça permet d'être tellement bien connaître ta cible, de repenser tout ton tunnel, tout ton parcours parfaitement sur mesure pour ta cible. Parce que Google Ads, t'as les mots-clés qui sont tapés, mais si on pense à Meta Ads, si on s'éloigne un peu de Google Ads, la publicité va dépendre des personas. Et là, tu vois, typiquement, je suis en train d'accompagner un client qui va cibler des professionnels de la santé dans plusieurs situations. Le professionnel de santé qui se lance à son compte en libéral, tu as celui qui fait des remplacements, tu as celui qui a déjà son cabinet, voire même qui a plusieurs collaborateurs. Et en fait, sur ces trois personas qui, à la base, sont aussi des praticiens, l'approche est totalement différente. Tu en as un, il doit choisir son outil. T'as l'autre qu'il faut convaincre à changer d'outil. Et t'as le dernier, en fait, qui viendra, peu importe l'outil. Et typiquement, le dernier, on sait qu'on pourra jamais le bosser, donc on sait directement dans notre message, on ne doit pas l'inclure. Et cette phase d'analyse, tu peux le faire sans l'IA, mais c'est juste que tu vas y passer, il faut 10 heures de plus de travail, et c'est les 10 heures que tu dois soit facturer, donc le client, en fait, il te paye une étude à 4000 balles ou un truc comme ça, euh, ou alors tu passes par l'IA et en fait, tu as un outil qui vaut 4000 balles, mais qui t'a coûté 20 centimes de token, quoi. Donc, je suis vraiment convaincu et je pense qu'il y a moyen de transformer ce MVB que nos concurrents font pas, je crois, aujourd'hui, enfin pas la plupart. Je pense vraiment on peut encore gapper sur notre accompagnement, notamment avec l'IA, et que, encore une fois, il y a trop de choses à faire en plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, on est clairement dans une économie de la connaissance. C'est Idriss Aberkan qui avait fait un bouquin à ce sujet. Et du coup, j'en reviens à ce qu'il disait. On est dans cette économie de la connaissance. Dès que la connaissance a été démocratisée, tout le monde a accès à la connaissance, tout le monde peut apprendre tout ce qu'il veut sur n'importe quoi. Et ça a commencé avec Internet, ça a été propulsé par les GAFAM également, et la possibilité d'accéder rapidement, efficacement à la donnée, rien qu'avec Google, par exemple. Mais l'IA, c'est vraiment la révolution de notre siècle qui va nous permettre, au-delà d'avoir accès à toute la connaissance, de pouvoir la fournir et la mettre en action efficacement. Parce qu'avec un simple clic, une simple requête, on est capable de passer d'un point A à un point B, chose qui avant demandait quand même un effort cognitif finalement. Et c'est vrai que là où avant, comme tu disais, pour faire ce genre d'action, une entreprise était obligée de payer un cabinet de conseil 10 000 euros. Bon, si elle les connaît, elle aurait pu faire appel aussi à une junior entreprise et payer moitié moins cher. Euh, Aujourd'hui, avec une simple requête IA et un bon prompt, on fait tout ce qu'on veut. Et c'est là où on va vraiment avoir un fossé entre ceux qui vont déjà utiliser l'IA et ceux qui ne vont pas l'utiliser. Clairement, il y en a qui, ça sera des hommes préhistoriques et les autres, ça sera vraiment les surhommes. Et c'est là où aussi, et j'en parle souvent, on va distinguer aussi ceux qui utilisent l'IA de manière à, à s'abrutir et sans forcément la challenger, et ceux qui vont devenir des véritables chefs d'orchestre. Et c'est là où on va avoir les humains asservis, et je pense, et les humains améliorés. Parce que quelqu'un qui va dire amen à l'IA à chaque question et qui ne va pas aller chercher plus loin, bah, finalement, l'IA va lui fournir une réponse moyenne que à la réponse qu'elle pourrait fournir à tout le monde. Mais la personne qui va vraiment la challenger et qui va vraiment être un chef d'orchestre, là, je pense que la plus-value qu'il va en tirer, elle va être exponentielle. Donc on va assister à une fragmentation, je pense, dans la société. Hein, et Laurent Alexandre l'illustre parfaitement dans un de ses derniers bouquins. Et j'ai hâte, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Moi, j'ai hâte personnellement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et on est déjà dedans. Alors, je suis en retard, comme beaucoup, mais on a pris le pas. Et écoute, c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir aussi l'impact que ça va avoir sur Convertix. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr, je crois que c'est 47 Terre qui disait comment être en retard quand t'as 20 ans d'avance, parce que mine de rien, on est en retard par rapport aux geeks qui ont tapé très fort, et je dis pas ça de manière péjorative, mais enfin, t'as énormément d'agences qui s'y sont pas mises, donc je suis plutôt tranquille à ce niveau-là. Il y a une question qui vient après tout ça, parce que là, tu as des responsables marketing qui nous écoutent depuis tout à l'heure, tu as des freelances qui font des sales, tu as tout type de personnes. Avec, à l'ère de l'IA, avec toutes ces possibilités, vu que tout le monde peut faire tout, c'est quoi l'intérêt de passer par une agence en juin 2026, vu que l'IA peut le faire? Bah, sur ça, j'ai une réponse assez simple et je pense que
C'est vraiment un paradigme auquel on va assister sur les prochaines années, plus l'IA va se développer. Je pense qu'il y aura d'un côté, il y aura trois types de personnes. Il y aura les personnes qui, dans tous les cas, n'auraient pas payé d'agence et qui vont faire tout eux-mêmes avec des IA. Ils vont tout automatiser, ils vont faire leurs ads avec les IA. Et de toute façon, cela, je pense que ça n'aurait jamais été nos clients. Ou alors, si ça avait été nos clients, ça aurait été des clients, comme dans notre tiering, hein, des tier 4, des clients qu'on n'a plus envie d'avoir aujourd'hui. Donc ça, c'est des gens, dans tous les cas, qui vont utiliser l'IA et qui vont tout faire eux-mêmes. Et dans tous ceux qui vont vouloir faire appel à un prestataire externe, je pense qu'il y aura la catégorie des personnes qui vont vouloir déléguer leur gestion publicitaire à des IA. Ils s'en foutent d'avoir un consultant derrière. Et eux, il faudra leur fournir en fait un agent ou un service, un SaaS, j'en sais rien quelle forme ça prendra. Et là, on aura des clients qui seront prêts uniquement à payer pour un agent IA. Et je pense qu'il y a une opportunité marché pour nous de créer des agents IA 100% autonomes, peut-être en mode SaaS. Alors déjà pour nous, pour nous aider au quotidien, mais c'est des choses c'est un agent prestation qu'on pourra fournir à des clients qui veulent juste avoir un agent IA qui va contrôler leurs ads, hein, un espèce d'IA Convertix. Et il y aura une dernière catégorie de clients, et c'est là, cette catégorie-là, sur laquelle je vais insister, qui va répondre finalement pleinement à ta question de l'intérêt de passer par nous, par Convertix. Ben moi, je pense profondément que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui seront prêts à payer des agences parce qu'il y aura toujours des gens qui préféreront payer pour un humain plutôt qu'avoir une IA en face. Alors, ça sera d'autant plus vrai pour tous les métiers. Je pense à des psychologues, je pense à des métiers aussi de la santé, les infirmières, tout ça. En fait, finalement, les gens, au-delà de payer pour un service, ils payent surtout parce qu'ils ont envie de parler à un être humain, de parler à une vraie personne. Et ben, je pense que ça sera un peu pareil pour nous. Il y aura des gens, même si on leur fournit la meilleure IA, même si pragmatiquement parlant, les IA seront meilleures pour gérer des comptes clients parce qu'elles seront capables de compiler des centaines, des centaines de milliers de données en temps réel et de prendre la meilleure décision en prenant en compte qu'à l'autre bout du monde, il y a eu une influence marché, ce qui fait que ça va se répercuter sur tes ads dans une semaine parce que, voilà, au niveau de l'économie, ça va se tendre. Je pense que les IA, elles seront capables de faire un travail monstrueux, l'être humain sera incapable de faire pareil dans les années qui vont venir sur la gestion publicitaire. Mais dans tous les cas, il y a des gens qui voudront avoir un être humain en face d'eux pour les rassurer, pour les comprendre, à qui parler, à qui leur dire, bah ouais, en ce moment, ça va un peu moins bien, ou même partager des victoires. Et on partagera aussi des victoires avec nos clients, humain avec humain. Et ça, dans tous les cas, l'IA ne le remplacera jamais. Donc, il y aura toujours besoin de consultants, il y aura toujours besoin d'êtres humains, mais il faut juste que le consultant ads de demain, ça soit un consultant ads amélioré avec l'IA. Ça va vraiment être plus productif. Tu vois, j'en parlais avec, là, je reviens de Bali, toi aussi, mais plus en mode vacances. J'étais avec pas mal d'entrepreneurs et leur vision sur laquelle j'étais pas vraiment d'accord, ils disaient grâce à l'IA, tes consultants vont pouvoir gérer beaucoup plus de clients. Là où moi, j'avais tendance à me dire, en fait, grâce à l'IA, mes consultants vont pouvoir donner beaucoup plus de valeur à chaque client. C'est plus une question de curseur, de préférence, parce que tu vois, ils n'ont pas forcément le temps de faire une veille sur tous les concurrents des clients chaque semaine, les consultants. L'IA, elle a le temps pour le coup. Donc c'est plus une question de mise en place, organisation. Donc non, je suis convaincu et non, je suis convaincu clairement. Pour rebondir à ce que tu as dit, je vais prendre différentes positions. Je vais prendre la position du chef d'entreprise et je suis plutôt 100% d'accord avec toi. On en a déjà discuté, mais non, c'est pas préférable pour nous de donner plus de clients à nos consultants parce qu'ils vont être plus efficaces à l'IA ou même de les remplacer parce que déjà, d'un point de vue risque, donner plus de clients à un de nos consultants, si demain il est malade et qu'il a 40 clients en gestion, c'est 40 clients qui potentiellement peuvent churn parce que ça va être très compliqué de reprendre, ou du moins, il va y avoir de la casse, c'est sûr. Hein, plus il y a des clients à gérer, plus il y a potentiel d'avoir de la casse. Donc ça, c'est le premier point. Mais c'est surtout aussi deuxième point, comme je t'ai dit, si on se positionne d'un point de vue plus client, il y a des clients qui voudront dans tous les cas payer pour avoir des humains
Donc ceux-là, en fait, si on remplace nos consultants par des IA, on les perd. C'est pas souhaitable non plus parce que la plupart du temps, c'est des clients tiers 1, tiers 2. Petite parenthèse, mais on a fait une matrice, un tiering dans notre agence. On a catégorisé les clients en 4 types de clients finalement. Les tiers 1, c'est ceux qu'on veut absolument. Les tiers 4, c'est ceux qu'on veut plus. Et justement, les tiers 1, les tiers 2, parfois les tiers 3, c'est des clients qui veulent avoir un contact humain en face. Ils veulent pas se contenter d'une machine. Donc ça, je me mets en position client, pareil, ce n'est pas préférable. Et puis, je me mets également dans la position consultant. En effet, l'idée, c'est pas non plus d'augmenter la charge mentale x2, x3, x5, x10 auprès de nos consultants. Et je préfère que justement, comme tu as dit, que grâce à l'IA, sur le 15, les 20 clients qu'ils ont, ils puissent justement automatiser tout ce qui est chiant, tout ce qui n'est pas épanouissant, tout ce qui clairement nous casse la tête quand on fait de la gestion de compte. Tout ça, on va pouvoir l'automatiser. Donc, du coup, on va avoir un collaborateur qui sera frais, qui sera opérationnel, qui n'aura pas été usé par des tâches répétitives et pénibles. Et on aura un consultant qui sera du coup beaucoup plus épanoui et heureux et surtout qui sera, comme tu disais, d'autant plus attentionné, disponible auprès des clients pour délivrer la valeur qu'aucune autre personne qu'un être humain pourra faire, à savoir donner du contact humain, les appeler, prendre le téléphone, prendre des nouvelles, faire un petit message WhatsApp pour savoir si tout va bien, aller manger avec nos clients. Je suis désolé, les humanoïdes vont peut-être arriver dans 15, 20, 100 ans, j'en sais rien, mais aller dîner ou déjeuner avec un client, aujourd'hui, à part un être humain, personne n'est capable de le faire. Donc tout ça va être vraiment du temps qu'ils vont gagner pour pouvoir faire tout ça. Puis également, encore plus se professionnaliser, encore plus maîtriser les IA, parce que tout ce temps qu'on va gagner grâce aux IA, c'est du temps aussi qu'ils vont gagner pour les éduquer encore plus. Donc il va y avoir vraiment un cercle vertueux à mon avis. Donc 100% aligné avec ta vision. C'est pas souhaitable de remplacer nos collaborateurs par des IA. Je pense que ça serait même plutôt serait pénalisant. Et aujourd'hui, on a tout intérêt à rester comme on est, mais juste à être plus efficace. Si, pour le client, j'ai en tête un exemple. Dans la réflexion du tout IA, on va se dire pourquoi faire des visioconférences quand une IA peut faire un rapport écrit, envoyer un PDF en automatique, gagner du temps, gagner du temps. La dernière fois, on devait faire un point avec Sébastien et un client Neovia, donc un client qu'on accompagne sur la partie ads. Et ce qui s'est passé, c'est que de base, le point, on avait plus ou moins prévu de le faire en distanciel. Et je trouvais opportun qu'on le fasse en présentiel. On pensait que ce serait traité en une demi-heure le point, en distanciel. Résultat, on avait prévu beaucoup plus de temps en présentiel. On s'est déplacé. L'échange en face à face par rapport à l'échange en visio n'avait rien à voir. Donc, dans le sens, on a capté beaucoup plus d'informations. On a capté les informations qu'on ne savait pas. Et il y a des projets chez Neovia, je ne vais pas trop en dire parce que ça reste quand même public, mais il y a des projets de rajouter des nouvelles activités à l'entreprise et notamment dans notre périmètre qu'on n'aurait pas forcément détecté avant coup. Exemple, il y a une mission tracking qu'on a remportée avec eux. Si on n'avait pas eu la présence, le small talk, ce qui allait bien, on n'aurait pas eu l'information de ce besoin en tracking. On sait qu'on l'a présenté à un prix beaucoup plus compétitif que le concurrent qui l'aurait potentiellement fait, et on n'aurait pas eu le business si on s'était pas vu en présentiel. Donc en fait, l'avantage de l'IA à l'ère où tout est digital, c'est vraiment on a gagné du temps. Qu'est-ce qu'on va faire de ce temps? Parce qu'en fait, finalement, c'est un gain de temps. Enfin, l'IA, on est soit plus performant. Moi, je dis souvent aux clients, on leur fait gagner soit du temps, soit de l'argent, soit de la tranquillité d'esprit. Là, on a gagné du temps. Ce temps, en étant en face à face avec les clients, au-delà du côté sympa, d'un point de vue business, on génère des idées. C'est propice à générer des idées, c'est propice à générer des opportunités, à la prise de recul. Et souvent, c'est dans les petites. C'est un peu comme la psychanalyse. Un client va nous faire un lapsus sur les types de prospects et on va se dire putain, en fait, les prospects qui ont moins de typiquement Moveaway qui fait de la location pour étudiants, de la location pour étudiants à l'étranger. On se rend compte qu'en fait, potentiellement, les leads qui transforment le mieux, c'est une bêtise ce que je dis peut-être, c'est pas les étudiants, c'est les parents. Et du coup, finalement, dans le ciblage qu'on va faire demain sur Meta,
au lieu de faire un ciblage très généraliste, on se dit c'est pour les étudiants et donc on vise les étudiants et les étudiants font des formulaires mais qui aboutissent jamais. Peut-être que MoveAway vend beaucoup mieux quand c'est des parents qui prennent contact pour leurs enfants. Et du coup, cette information, tu peux pas la lire juste à travers le business manager. Tu peux la voir que si tu as au téléphone ou si tu manges avec le client qui va te dire ouais, ce qui marche bien en général, c'est quand j'ai les parents au téléphone. Et ça, tu le mets pas dans un rapport, tu le mets pas dans un formulaire, ça. Ça, tu le mets dans une discussion. Après 5-6 phrases qui servaient pas forcément à grand chose, c'est la 7e phrase qui comptait l'information. Donc, je suis persuadé que cette digitalisation, l'IA, c'est l'opportunité justement d'avoir presque plus d'humains finalement à la fin. Donc ouais, assez convaincu. Est-ce que aussi tu as envie de travailler qu'avec des IA aussi il y a ce sujet où c'est quand même sympa aussi de pouvoir travailler avec des êtres humains, de venir le matin au cowork et de juste d'être ensemble aussi. Hein. Donc c'est vrai que les IA, mine de rien, vont pas arranger peut-être le souci de solitude que peuvent avoir certains freelances ou certaines personnes qui bossent déjà toutes seules. Ça a peut-être même tendance à te renfermer sur toi-même et on le sait, hein, c'est les échanges aussi, le partage qui fait qu'on grandit et qu'on apprend de nouvelles choses. Hein. Donc ouais, je pense que la conclusion vraiment de ce sujet-là, c'est l'automatisation, les utilisations de les IA. Certains vont croire que ça va nous déshumaniser ou même remplacer l'humain, mais comme tu dis, je pense que ça va nous permettre d'être encore plus humains et de maximiser encore plus ces échanges humains parce qu'au lieu de nous perdre de temps sur des tâches qui clairement, elles sont chronophages, elles ne servent à rien, ou du moins elles sont mécaniques, c'est pas fait pour un être humain en fait de faire ça à longueur de journée, ça va nous permettre de concentrer sur ce qui est important. Ouais, il y en a pour tout le monde. Parce qu'en fait, toi et moi, on aime bien les êtres humains. T'en as, moins ils ont de discussions, mieux ils se portent, ils font leur business dans leur coin. Tu sais, t'as ton site e-commerce de dropshipping, t'as pas envie qu'on t'embête. Enfin, ça devient même une question de personnalité. Tu bosses dans une entreprise, globalement, tu es obligé d'avoir des interactions avec d'autres personnes, globalement. Par contre, si tu as ton petit business d'affiliation, t'as pas forcément envie que quelqu'un te parle. Si tu vends des PDF pour perdre du poids, par exemple, ce qui est le business éternel que tout le monde a toujours voulu lancer, enfin, qui a toujours marché et qui marchera sûrement toujours, et t'as pas forcément envie d'avoir d'interaction avec voilà, tu veux lancer ta machine, tu veux que ça marche, ça s'auto-optimise, terminé, quoi. À Bali, j'ai rencontré un gars, un e-commerçant qui est dans le domaine des nutriments et de la protéine, une belle marque française. Lui, il veut pas trop déléguer parce qu'il aime le fait de garder la main. Donc, il y en a vraiment pour tout et tout le monde profite de l'IA à ce niveau-là, je pense. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Pour ceux qui ont envie Ouais, de parler à des humains et ceux qui n'ont pas envie. ça t'offre plus de liberté, comme à l'époque où quand on est passé du cheval à la voiture, on est devenu encore plus libre pour se déplacer. Voilà, c'est un peu pareil. On passe d'Internet à l'IA, on va être encore plus libre sur la délégation de tâches ingrates ou de tâches qu'on n'a plus envie de faire. Alexis, ça fait quasiment 1 heure. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu as une petite phrase de la fin pour tous nos auditeurs qui nous ont suivis pendant que je pense que ça doit faire 1 heure hein, qu'on échange Ouais. quasiment. Est-ce que tu as un message qui ne doit pas être oublié que les gens devraient retenir de cette heure de vidéo? En fait, je vais conclure parce que j'ai dit en introduction, si vous voulez vous mettre à fond par l'IA, cessez de voir la montagne de choses à faire, commencez par des actions simples et vous verrez, c'est comme quand on commence à mettre un pied devant l'autre, à la fin, on finit au bout du chemin. Politique en plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous n'êtes pas assoupi pendant cette vidéo, mais on a parlé de plein de sujets. C'était méga intéressant. Je pense que ça fera plein de petits contenus hyper intéressants à diffuser et vous pourrez l'écouter par morceaux. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter. Ce sera d'autant plus intéressant si vous n'êtes pas d'accord de commenter, mais dans tous les cas, c'est avec grand plaisir. Si vous avez des sujets sur les ads, sur le sujet des ads globalement, vous pouvez nous contacter directement sur convertix.fr. Tous les liens seront dans la description. Autre chose, Alexis? Je crois que c'est l'outro classique, non? Non, bah écoute, abonnez-vous, ça c'est le plus important si ce format Ah vous ouais. plaît. Et activez la cloche pour que vous puissiez être au courant de ces prochaines vidéos qu'on va sortir régulièrement. Donc, pensez à vous abonner, c'est le plus important. On se retrouve la semaine prochaine. C'était William et Alexis.